assister à la remise du prix du noir historique proposé par Globonis, dont le président est Christophe de Gruel. Christophe, je te laisse la parole. Alors, il y a du suspense ou pas? Non, il y a... Alors, bonsoir à tout le monde. Alors, il n'y a aucun suspense. Le hasard a bien fait les choses, puisque Anne Lorquer était invitée pour parler de son ouvrage, et le jury du noir historique a choisi son ouvrage. Mais je ne suis pas censé le dire, puisque c'est Dominique. C'est Dominique Manotti, la présidente du jury, qui va vous parler du jury. Moi, je ne suis pas membre du jury d'ailleurs, je suis juste là pour vous accueillir, vous remercier et faire un peu Monsieur Loyal. Mais comme je suis un fan absolu de vos romans, je vais dire un petit mot, plus j'allais dire sur l'œuvre de Anne Lorquer et peu du roman. Donc, si vous ne connaissez pas ces ouvrages, si vous n'en avez entendu parler que par le film La Daronne avec Isabelle Huppert, précipitez-vous sur tous ces ouvrages. Le stand n'est pas très loin, vous pouvez tout lire et vous saurez tout sur les flics plus ou moins véreux, les magistrats plus ou moins tordus, les avocats, les dealers, etc. On rit beaucoup, donc il n'y a pas de problème. Et surtout, et je crois qu'il n'est pas sur le stand, il y a un de vos romans, Comme au cinéma, je ne l'ai pas vu, hein. Non, il n'est pas. Ah, il n'est pas. Il faut le lire, il faut le commander parce que... Il est déjà utilisé, c'est ça? Non, ils l'ont retiré. Voilà, et ils ont tort parce que vous êtes ici à un festival et le roman d'Anne Lorquer, Comme au cinéma, évoque un festival de cinéma de seconde zone, enfin, c'est ce que dit l'éditeur en quatrième de couverture, avec des personnages tous plus ou moins foireux les uns que les autres. Et si vous avez envie de prolonger l'ambiance d'un festival de cinéma de seconde zone, parce que ici nous avons un festival d'histoire de première qualité, vous pouvez essayer de retrouver son bouquin. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est super écrivaine, alors je ne sais pas s'il faut dire écrivaine, écrivain, ça va très, très bien. Vous Tu peux t'en sortir avec auteur. Auteur, autrice, non il y en a qui disent autrice. Auteur, Donc, voilà, donc c'est très difficile de parler, vous l'avez vu. Donc, le roman qui est primé, mais Philippe, évidemment, va animer le débat, donc je ne vais pas en dire grand-chose, Dominique aussi. Simplement pour vous dire également qu'il y a un stand des Amis de la Commune, pas loin d'ailleurs du stand de votre éditeur. Il y a des animateurs réguliers qui viennent. C'est un très très bel hommage à la commune. J'avais prévu de vous en parler, mais c'est pas bien, c'est trop long. Vous êtes venu pour Anne Lorquer. Voilà, bravo, merci, on est très contents. Et puis une dernière recommandation, puisque le prix du noir historique n'a que 3 ans. L'an dernier, vous vous souvenez que M. Paulin avait eu le prix pour son premier ouvrage, La guerre est une ruse. C'est une trilogie, donc précipitez-vous aussi sur les 2 autres tomes, c'est assez exceptionnel. Voilà, donc j'ai trop parlé, Dominique, c'est à vous d'officier. Dominique, présidente du jury. Dominique Manotti. Mais vous pouvez rester assise, hein, Dominique. Je peux rester assise. Ah oui, vous avez le droit. Oh, c'est génial. Bon, juste un mot sur le jury. Cette année, nous avons eu une sélection dont nous avons estimé qu'elle était vraiment une très bonne sélection de 6 romans. Donc je vais peut-être énumérer les 6 romans qui sont restés sur la shortlist, comme on dit en anglais. De bonnes raisons de mourir de Morgan Odick chez Albin Michel, Donbass de Benoît Wittgenstein, Paz de Caril Ferret chez Gallimard Célinois, La défaite des idoles, Benjamin Dierstein au Nouveau Monde, Les aigles endormis de Danu Dankini, Gallimard Célinois, et enfin Richesse oblige d'Anne Lorquer chez Métellier. On était content de la sélection, on trouvait qu'il y avait un niveau vraiment intéressant, de romans très en phase
avec ce qui se passait, avec l'actualité et avec la plongée dans des racines historiques de l'actualité. C'était dans la voie d'installation du prix, ça nous paraît être une année extrêmement positive. Alors, ayant ainsi présenté rapidement, je me tourne vers Anne Lorquer, sans surprise. Je suis désolé, vous vouliez tenir le scoop de mon... Ah oui. J'ai su qu'il n'y avait aucun scoop juste en arrivant. Bon, il n'y a aucun scoop, il y a eu un accord, il y a eu un débat qui était vraiment intéressant, nourri, et un accord du jury sur le livre d'Anne Lorquer, Richesse oblige. Donc, ma chère Anne-Laure, j'ai le plaisir de vous remettre un diplôme représentant le prix. Voilà. Et Bravo. Participer au débat qui va suivre, vous verrez que c'est un livre très, très riche, très intéressant et au cœur de toute une série de débats actuels sur la richesse, sur les inégalités, sur l'enracinement dans le 19e siècle et l'accélération au 20e de tous ces éléments qui font la société d'aujourd'hui, les inégalités d'aujourd'hui, avec, comme toujours chez Anne-Laure, un ton acide, merveilleux et ironique et humour, qu'on a beaucoup aimé, avec des racines qui remontent jusqu'à la Commune, ce qui aussi a beaucoup ému les membres du jury. Voilà, merci à vous et bonne continuation. Merci. Christophe? Non, je voulais juste remercier, parce que j'ai manqué à tous mes devoirs, évidemment les organisateurs, parce que vous savez qu'il y a eu un débat pour savoir si on maintenait ou pas les rendez-vous de l'histoire compte tenu des conditions sanitaires, donc je crois qu'on a bien fait de maintenir la manifestation. Il y a un petit peu moins de monde, on est obligé de respecter des jauges un petit peu plus espacées, mais voilà, je crois que on a un peu plus froid. On a un peu plus froid, et ça, je ne suis pas sûr que ce soit lié aux conditions sanitaires. Et puis, si vous avez, compte tenu des protocoles sanitaires, envie de vous faire un petit peu plus peur encore, il y a eu cet été une petite nouvelle d'Anne Lorquer dans Libération. Ce soir, tu n'iras pas danser, parce que, en clair, si j'ai bien compris votre nouvelle, on n'en est qu'au premier confinement. Il va y avoir encore 3 ou 4 épidémies. Le grand confinement Voilà. avec un G majuscule. Ben, ça promet pour l'avenir. La réalité, effectivement, on est dans le contexte d'une injustice sociale. On peut considérer qu'il y a peut-être, on tord le cou un peu à l'histoire, en fait pas du tout. Entre 1870 et 2020, finalement tout est très proche. Et la lecture des romans aujourd'hui se fait très souvent, et des romans historiques, en miroir de ce que nous vivons de nos jours, puisqu'il y a un état de crise, peut-être l'état de crise qui incite à développer peut-être un imaginaire du romancier, mais là, on n'est pas tout à fait dans l'imaginaire, on est dans une quête personnelle d'une jeune fille blanche qui, aidée de sa copine Hildegarde, va tenter de braver l'histoire et de retrouver ses véritables racines. Et Blanche va retrouver un ancêtre, Auguste. Ce sont 2 chieurs. Vous écrivez, Anne-Laure, que dans chaque communauté, il y a toujours un chieur ou une chieuse. Auguste est le chieur de sa famille en 1870, c'est une famille plutôt bourgeoise, notable. Et puis Blanche de Rigny, c'est la même chose, sont 2 chieurs. Vous êtes une chieuse de votre communauté? Je pense que vous l'avez déjà remarqué. Oui, le chieur, c'est quand il se passe quelque chose dans une communauté, c'est toujours le même que l'on désigne comme responsable. Là, je suis partie d'une petite communauté insulaire et je sais, pour avoir vécu pendant 10 ans sur une île en vacances, que systématiquement, quand il y avait une connerie qui était faite, c'était toujours le même. Et dans toutes les communautés fermées, c'est pareil, puisque voilà, il y en a un par génération. Et moi, c'est pas une communauté, je suis née dans la région parisienne.
C'est dans ma famille, c'était moi la chieuse. Oui. Vous dites que votre réflexion politique est née des romans du 19e siècle. Oui, alors ça, absolument. En fait, comment dire, on me demande toujours, oui, quel est votre genre de polar préféré? En fait, j'en lis pas du tout. J'ai toujours lu, peut-être aussi parce que c'est aussi pour faire ses gammes en matière d'écriture, parce que le style pour moi est quelque chose de fondamental. Et je sais qu'il n'y a rien de mieux que les romans du 19e à l'époque où il n'y avait pas d'image pour décrire soit un visage, un caractère, un lieu. Quand vous regardez, quand vous lisez, par exemple, le lapsus est révélateur, quand vous lisez, par exemple, Le ventre de Paris, et l'histoire commence avec deux hommes qui sont assis sur une charrette qui remonte l'avenue de la Grande Armée, et avec les pavés, les choux-fleurs qui sont sur la charrette tombent et on voit, et ils expliquent que, enfin, Zola explique que leurs jambes balancent dans le vide, etc. Et on voit vraiment, et ce charrette monte à l'avenue de la Grande Armée, on voit vraiment le plan grue et on rentre dans l'histoire. Et dans tous les romans de Zola, l'image est extrêmement présente. Et comme avant de faire de l'écrit, je travaillais dans le cinéma, et avant d'être avocat même, je travaillais dans le cinéma, l'image a toujours été fondamentale pour moi, et la décrire, c'est quelque chose de très dur. Il y a deux choses qui sont dures pour un écrivain, et Dominique ne me dira pas l'inverse, c'est d'écrire pour que le lecteur voit quelque chose de vivant et créer de la chair pour un personnage. Il faut le rendre complice. Voilà. Et c'est ça, au 19e, on savait faire. Et à force j'ai commencé à lire des romans du 19e très jeune, puisque j'ai lu Les Robots Macares, enfin pas comme tout le monde, mais moi je les ai lus à l'école, sous la table, pendant les cours, parce que les cours ne m'intéressaient pas, mais j'adorais lire Les Robots Macares. Je les ai tous lus, je les ai relus. Et au fur et à mesure, en plus, j'ai été élevée par des parents qui étaient âgés, donc très âgés. Mon père avait 60 ans quand je suis née, il est né en 1916. Donc c'est une époque où on parlait différemment. Et on s'exprimait aux enfants avec des mots d'adultes, pas du tout gna 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 et la minucherie actuelle, mais vraiment on leur parlait avec un bon français. Pour moi, c'est fondamental, l'expression avec un langage, comment dire, une palette de mots immense, et c'est là-dedans que je les ai appris. Mais aussi, à force de lire des romans du 19e, oui, ça a créé ma réflexion politique au point où à un moment, je me suis dit, mais j'aimerais écrire quelque chose pour exprimer mon sentiment quasi charnel de la similitude entre notre époque et le 19e siècle. Dans cette façon rude de parler aux gens, dans surtout le fait que la pauvreté, la misère, comme on disait à l'époque, les pauvres étaient envisagés non pas en termes de personnes, mais en termes de race. Et ce côté race du pauvre est quelque chose qui est en train de revenir dans la façon d'appréhender les gens qui n'ont rien. Et ça, c'est quelque chose de terrible. Et je voulais parler de tout ça. Et je voulais parler aussi de faire une espèce de tableau de la société contemporaine avec tout ce qui ne va pas, à mon sens, et l'enraciner au 19e siècle. Et je ne trouvais pas de pont entre les deux. Et tout d'un coup, j'ai lu Le Capital du XXIe siècle de Thomas Piketty, et j'ai trouvé exactement mon histoire dans ce livre-là. C'est-à-dire lorsqu'il parle de... D'abord, Thomas Piketty, je vous engage à le lire, si vous ne l'avez pas lu, c'est pas du tout rébarbatif. Et c'est surtout aussi passionnant qu'un roman. Et pour les gens qui aiment la littérature, il y a au moins 2-3 chapitres sur une analyse littéraire, parce qu'il a puisé ses renseignements sur le 16e, 17e, 18e et 19e siècle, beaucoup dans les romans. Et il dit quelque chose de fantastique. Il dit que l'argent, les sommes d'argent, sont un terme de narration. Je m'explique. Quand on dit « Madame Machin a 200 000 livres de rente », on sait exactement, quand il parle des revenus de Madame Machin, quel est son train de vie, comment elle peut s'amuser, combien elle a de chevaux, où elle habite et où elle passe ses vacances. Quand on parle de sommes d'argent dans la littérature du 19e, pour les gens qui le lisent, c'est parlant. Et ça fait partie de la narration.
Et puis tout ça a disparu dans les romans du XXe parce que les cartes ont été rebattues, parce qu'il y a eu deux guerres, parce que les héritages se sont disséminés dans les familles, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont morts pendant la guerre. Et on n'a plus parlé d'argent dans les romans du XXe. On est au XXIe siècle, mes romans sont peut-être drôles, mais ils parlent aussi d'argent, beaucoup. Et Piketty dit, très justement, il dit, le conseil de Rastignac à Vautrin, en disant, écoute, si tu veux accéder à la fortune, épouse une fille de famille. Et aujourd'hui, cette réflexion, je prends toujours l'exemple de mon beau-fils qui est un garçon qui gagne bien sa vie, il va gagner 3 000 euros par mois, il est codeur en informatique, et quand on a 3 000 euros par mois, on ne peut pas accéder à la propriété. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et c'est terrible, parce que ce garçon qui est diplômé, courageux, qui n'a pas de famille, qui a du bien, en fait, ne peut pas en acquérir aujourd'hui. Et c'est très nouveau, ça. Et au 19e siècle, on était pareil. C'est un retour, c'est ça? C'est un retour. Et dans son livre, et c'est ce graphique-là qui a créé la trame de ma narration, il y a un graphique où il y a la part de l'héritage dans la globalité des revenus d'une personne au cours de sa vie. La part de l'héritage en 2020 est exactement la même qu'en 1869, c'est-à-dire à l'époque où mon héros a 20 ans. Et c'est quand même assez parlant. Sur ce qui est encore plus effrayant, c'est qu'il y a eu la révolution industrielle et le progrès et la croissance. Mais là, la planète étant épuisée, la croissance, c'est fini. Et ce schéma pour sortir des inégalités telles qu'elles sont en train de s'enquister, il est impossible à trouver. Donc les sociétés, elles ont toujours trouvé la seule réponse quand il n'y avait plus de schéma, c'est la guerre. Donc c'est très inquiétant. Voilà mes réflexions et voilà comment s'est construit mon roman. Enfin, je ne sais pas quelle était votre question. Non, mais c'est bien. D'où les revendications aujourd'hui pour améliorer le pouvoir d'achat. Le mouvement des Gilets jaunes, c'était ça. Et ça emmerde Blanche. Non, le mouvement des Gilets jaunes... je reprends le roman. Voilà, le roman des Gilets jaunes ne propose pas, et c'est pour ça qu'il s'est épuisé, il est légitime, mais il ne propose pas un schéma de société nouvelle. Il ne propose rien. Il crie, c'est son cri qui est son message. Et c'est pas une proposition nouvelle. Le problème, c'est que quand vous n'avez pas de proposition nouvelle, alors les communards ont eu une proposition nouvelle, ils se sont fait écrabouiller. Mais un mouvement doit proposer quelque chose pour exister. Voilà. Alors, je donne un exemple, puisque Hildegarde est condamnée alors pour... elle subit une peine qui est grotesque, c'est-à-dire démesurée par rapport à l'acte, puisqu'elle a infiltré un abattoir de façon évidemment illégale, de façon à filmer ce qui se passe de 114, ce qu'on voit régulièrement, et qui est là pour nous alerter aussi sur l'horreur de l'agroalimentaire ou de l'élevage industriel. Et elle va rejoindre Hildegarde au palais de justice. Alors que j'étais pressé de traverser le boulevard pour me rendre au palais de justice où se tenait le procès d'Hildegarde, le cortège du jour était particulièrement interminable. On aurait dit qu'ils s'étaient tous donné le mot pour m'emmerder dans une convergence des luttes autour d'une idée centrale qui ressemblait peu ou prou à nous aussi, on veut du pouvoir acheté. Oui, oui. Non, mais c'est radical. Ça correspond effectivement à une réalité. Alors c'est dommage parce que je souscris à ce que vous dites, lisez Thomas Piketty. Je ne vais pas faire de la pub pour d'autres choses, mais il y a aussi une réalité d'une société que Pierre Rosanvallon appelle les invisibles. J'aime pas trop. Il y a un parlement des invisibles, avec ces petites gens qui fabriquent des solutions dans un chaos, en tout cas ce qu'on peut considérer comme un chaos, et comme une crise qui se prolonge indéfiniment. On crie à l'injustice sociale, c'est pour ça que vous êtes devenu avocat pénaliste. Vous savez, l'image qu'on se donne des délinquants n'a absolument rien de glamour. C'est le parangon des... je dirais pas de la droite, mais de l'hyper-libéralisme. Vous savez, un dealer qui coupe un doigt à quelqu'un qui lui a carotté 5 cm de shit, on ne peut pas dire que c'est franchement glamour. C'est quand même les gens que nous défendons. Hein. On est dans l'ultra-libéralisme, l'ultra-libéralisme. La délinquance,
est l'image, comment dire, plus grossie encore de tout ce qui ne va pas dans notre société. Si j'étais devenue avocat pénaliste pour défendre ces gens-là, on donne une mauvaise image de la chose. Défendre des délinquants, c'est pas... c'est parce qu'on aime les libertés publiques, mais c'est pas seulement pour ça. C'est aussi parce que c'est un métier, pour gagner de l'argent, malgré tout. Mais voilà, je n'aime pas du tout... Il y a une vocation. Je n'aime pas beaucoup les gens que je défends, mais ce qui m'intéresse, c'est le droit. C'est la protection des libertés publiques. Mais les gens qu'on défend, non, ce ne sont pas des gens très intéressants, franchement. Mais les rouages du droit se défendent pour les pires. C'est ça qui est intéressant dans la profession pénaliste. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est ça. Comment défendre des personnes comme ça? C'est une question rituelle, hein, presque. Oui, c'est une question rituelle. Et comment tu fais pour défendre des pédophiles, des violeurs, gna. Oui, je sais, mais c'est pas là la question. La question, c'est comment rendre le droit vivant, comment en huiler les rouages, comment faire en sorte, là, pendant le confinement, nous avions eu une extraordinaire juriste qui s'appelle Nicole Belloubet, qui a fait un texte sorti de nulle part en expliquant que les gens on devait renouveler leur mandat de dépôt sans débat contradictoire, sans rien, hop, comme ça, avec une lettre de cachet. C'est révoltant. Voilà. Donc c'est pas les gens, c'est pas les délinquants qu'on défend là dans ces conditions, c'est les libertés publiques. C'est ça qui m'intéresse dans la profession d'avocat. Voilà, c'est pas le sujet, mais le droit. Je reviens au livre, vous parliez du style. Et très souvent, on a l'impression que vous lâchez prise. Vous vous laissez aller. C'est contrôlé. On peut tout contrôler dans l'écriture. Moi, je me laisse aller. Donnez-moi un exemple. Là, moi, je suis tout sauf le laisser aller. Laisser aller, il y a des... C'est marrant, c'est direct, c'est... C'est pas le laisser aller, c'est... Ah non, le laisser aller, Du lâcher prise. J'essaie, pour moi, écrire un roman, c'est un acte généreux. J'écris pas pour parler de mon trou du cul. Non, mais j'ai pas dit ça. J'écris pour plaire aux gens, quoi, mais non, pour que ça distrait. Non, mais c'est pas de l'égocentrisme, c'est de lâcher prise, c'est à un moment donné de s'amuser avec son écriture. Ah oui, ça oui. Bah oui, tout ce qui est 19e siècle, c'est tellement drôle. Les rapports des... je me suis amusée à raconter des repas de famille où il y a un fils de gauche avec toute une famille de droite. C'est drôle. Et puis, il y a d'ailleurs des acteurs de la comédie française qui ont joué pour moi, et c'était vachement touchant. Le premier chapitre de mon livre où Auguste vient de tirer au sort et vient de tomber au sort pour partir à la guerre. Et il arrive à table où son père et son frère l'attendent. Ils ont reproduit ça au théâtre et c'était vraiment très très bien. Une famille un peu particulière. Bon, ça commence très fort, parce qu'on assiste aux obsèques de la tante Yvonne. Et je cite, 8 mois que nous nous occupions d'Yvonne, et nous n'avions jamais reçu la moindre visite dans son hôtel particulier, à part celle de son notaire et de son banquier. Je suis néanmoins sûr que c'est nous, sa disparition affectait le plus. C'est qu'on s'y était attaché à la vieille, surtout vers la fin où elle débloquait au point de nous chanter toute la journée. Vous ne savez pas pourquoi, les nuits d'une demoiselle de connaître un. Alors ça donne, je me fais sucer la friandise, je me fais caresser le gardon, je me fais emposer la chemise, je me fais picorer le bonbon. Ce qui, à 98 ans, vous l'avouerez, ne manque pas de panache. On s'amuse. Je ne connaissais pas d'ailleurs cette chanson. Auguste décide donc le chieur de la famille, décide de militer pour une réalité. On est dans une phase 1870 où bien sûr on va être enrôlé dans une guerre. Alors on va parler des méthodes d'enrôlement et du marché humain que vous dénoncez à travers ça. Et lui prend des rendez-vous électeur de Marx, donc ça devient effectivement, c'est la tâche dans la famille. Et il y a des rendez-vous réguliers
au café, là où on entend les grands orateurs qui défendent une nouvelle conscience politique, une nouvelle cause sociale. On est dans une période où on parle d'associations, de corporations, le monde ouvrier qui est en train de se construire, une conscience qui devrait permettre à l'homme politique d'être un homme économique aussi décidant de son destin. Et c'est ce qui va être, c'est ce qui nous ressemble un tout petit peu, et c'est une période charnière finalement. Ah oui, alors moi j'ai eu des petits problèmes. Par exemple, Marx n'a pas été traduit en 1870, Marx n'était pas encore traduit. Ouais. Donc il n'était pas traduit en français, donc j'ai un peu menti, j'ai dit notre prof de philo qui est alsacien et qui nous a traduit quelques textes. Moi ce qui m'intéressait, c'est évidemment il devait y avoir, je prends l'exemple par exemple d'Henri Bauer. Henri Bauer, c'est un fils illégitime d'Alexandre Dumas, qui a été déporté en Nouvelle-Calédonie après, non pas la commune, mais la prise de l'hôtel de ville. Donc il a été incarcéré avant la commune. Et Henri Bauer, quand il écrit un roman, donc c'est un homme de gauche. Il faut savoir, et c'est un truisme, mais les gens à l'époque qui écrivaient des romans, eh ben, ils étaient de la bourgeoisie, parce qu'on écrivait pour les gens qui savaient lire. Et ceux qui écrivaient, c'était des gens qui savaient eux-mêmes lire, et les pauvres ne savaient pas lire, peu. Mais il commençait à y avoir des gens de la classe moyenne, de par le désenclavement des villes de province françaises. Il y avait des gens de la classe moyenne qui arrivaient à Paris pour en découdre, et qui savaient lire et écrire, et qui ont eu un ton romanesque qui était différent. Alors c'est vrai, quand on lit Jules et Edmond Goncourt par exemple, c'est très très drôle, mais ça s'adresse aux gens comme eux. Et il a commencé à y avoir des écrivains qui sont arrivés un peu plus tard, comme Octave Mirbeau, Léon Bloy, qui écrivaient avec un autre ton, un ton revanchard, un ton de plafond de verre, un ton de quelqu'un qui voulait réussir. Et donc, où j'en étais? C'était quoi la question que vous posiez? Je ne sais plus, je vous écoutais, voilà. je me laissais verser. Non, sur la conscience politique. Voilà, et ce qui m'intéressait, voilà, je reviens sur Henri Bauer, quand on lit ses écrits, donc il fait partie de la bourgeoisie, et il est donc de gauche, quand on lit ses écrits, il y a quand même, pendant qu'Odile me préparait mon linge, pendant que Machin préparait mes chevaux, en fait ce sont des bourgeois de gauche, mais qui n'ont jamais, et ça c'est vachement intéressant, qui ne s'aperçoivent pas qu'une partie de la population est au service de l'autre. Il n'y a même pas une identification. C'est un peu comme en Amérique du Sud aujourd'hui, vous avez des gens qui sont de gauche, et pourtant il y a la nana qui garde leurs enfants et qui font leur ménage. Et c'est quelque chose de absolument, mais totalement normal. Et ça m'a interpellée, je me suis dit, mais c'est quoi être de gauche dans une famille de droite? Et être de gauche avec ce que vous offrez à la société, c'est-à-dire le tirage au sort la conscription par tirage au sort. On partait à l'armée pendant 9 ans, il y avait des guerres. Quelle serait l'attitude d'un garçon de gauche par rapport au problème du remplacement militaire? Alors je vous explique, puisque voilà, depuis les guerres napoléoniennes, on tirait au sort pour partir à la guerre, pour partir faire son service militaire. Tous les garçons, quand ils avaient 20 ans, allaient à la mairie et tiraient dans une grande nasse qui tournait avec des numéros qui étaient face à leur nom de ce qu'on appelait les classes d'âge. On disait je suis la classe 69, la classe 70, etc. On mettait une personne, on mettait devant chaque personne du canton un numéro, on mettait tous les numéros dans une nasse et on tirait au sort. Et si on disait par exemple dans le canton il faut 30 hommes, et ben quand on avait le numéro 2, on était sûr de partir. Quand on avait le numéro 17, 20, tout ça, on ne savait pas trop. Quand on avait le 31, on partait pas. Voilà, donc quand on tirait au sort, on devait partir à l'armée, sauf si votre famille vous achetait un homme, un remplaçant. Alors, pendant les guerres napoléoniennes, il y avait le remplacement militaire se faisait au gré à gré, par des contrats de gré à gré, c'est-à-dire on achetait son homme, et puis il y a eu tellement d'histoires, et tellement de fraudes, et d'escrocs et de maquignons d'hommes qui allaient chercher des hommes pour les vendre, qu'après on a mis un système de remboursement de l'État. L'État, vous trouvez un homme, un remplaçant, et vous payez une somme à l'État.
Et puis avec l'avènement du libéralisme de Napoléon III, on est retourné dans l'ancien système, sauf que c'est une période plus moderne. On a créé des assurances. Alors les assurances ont été créées pour deux sortes de problèmes sociaux, qui sont la mort dans les cargaisons d'esclaves, c'est-à-dire que quand on était un fournisseur d'esclaves et que vous aviez une perte de X%, les assurances vous remboursaient la perte de votre cheptel pendant le voyage. Et il y avait le problème du remplacement militaire. Quand il y avait une mutualisation des risques, on assurait les enfants quand ils naissaient, et à 20 ans, s'ils tiraient un mauvais numéro, eh bien, la mutualisation des risques faisait que vous obteniez la somme d'argent et vous pouviez acheter un homme avec. Et des sociétés d'assurance, il y en a eu plein qui se sont développées sur le remplacement militaire. Et surtout, il y a eu des maquignons d'hommes qui gagnaient plus d'argent à faire du commerce sur les hommes que sur les bestiaux, et qui allaient chercher les hommes, surtout dans les ports comme Toulon et Brest, parce qu'il y avait des gens qui revenaient de conquêtes dans d'autres pays, qui arrivaient débilités par les maladies, et on les achetait en leur faisant boire des coups et consommer de la prostituée. Et à la fin, on leur donnait leur note en disant, bah voilà, tu nous dois tant, tu signes là, et le maquillon allait le vendre à un père de famille. Sauf que, en 1869, je crois que c'est en 1869, l'autre jour quelqu'un m'a corrigé, je ne sais plus, l'Autriche a été battue par la Prusse en une seule bataille, dans la bataille de Sadova. Et c'est ça ? 66, voilà. Merci. En 1866. Et on s'est Il y a quelqu'un qui écoute, c'est bien. On s'est rendu compte que la Prusse non seulement avait une armée moderne, dynamique, jeune, et surtout une conscription généralisée. Et on s'est rendu compte qu'elle fonçait sur la France comme une locomotive. Et le cours du pauvre s'est mis à monter. Au début, on achetait un pauvre pour 300 francs. Et au fur et à mesure qu'on arrive vers la guerre et les rumeurs de guerre, le cours du pauvre monte jusqu'à 10 000 francs. Et on ne trouve plus nulle part de pauvres. Et les pères de famille se sont désespérés. Je suis tombée sur une série de lettres, mais hallucinantes, d'un père qui était un père de Laval, qui cherche désespérément un pauvre à acheter à son fils, et qui envoie à tous ses émissaires, parce qu'ils travaillent dans les draps, tous les fournisseurs de lin, de coton, tout ça, en disant « Est-ce que vous connaissez dans votre commune, demandez au curé, demandez au maréchal Ferrand, demandez à tous ceux qui sont en contact avec du monde s'il y a un homme qui peut se vendre pour mon fils ?» Et ils n'en trouvent pas, et c'est la panique. Et c'est extrêmement drôle, parce que ces lettres rapportent des histoires de voisins, d'amis, etc., où ils disent, et je le reprends dans mon livre, où ils disent par exemple, Truc, mon voisin, il a trouvé un pauvre, et puis le temps d'aller garer sa voiture à cheval, et ben il s'est fait voler. Ou un autre, et j'ai trouvé ça dans une jurisprudence, une histoire d'un type qui s'est fait donc acheter par une famille, et le temps de l'incorporation au corps, c'est-à-dire on signe juste avant l'incorporation au corps. Donc il a trouvé son pauvre, et pour ne pas se le faire voler, ils l'ont installé chez eux. Et le type s'est gobergé, bon ça c'est un mot ancien mais j'adore, s'est gobergé pendant des jours et des jours à bouffer à table avec la famille, et a foutu la fille de la famille enceinte. Et pour finalement arriver devant le conseil de recrutement, et on s'était aperçu qu'il avait un tatouage du bagne de Toulon sur le dos, et le type est reparti les mains dans les poches et il allait se revendre dès qu'il est sorti à une autre famille. Donc il a profité du gîte et du couvert pendant 6 mois ou 8 mois comme ça chez des familles différentes. Et c'est fantastique, il y avait des gens qui faisaient des faux certificats pour les fils de famille. Donc il y a eu toute une littérature pour les médecins militaires pour reconnaître les gens qui affabulaient. Et puis c'est pas alors mon garçon tu veux pas partir à la mer, on les torturait pour voir s'ils étaient vraiment malades ou fous. Alors il disait qu'il ne fallait pas trop abîmer le conscrit parce qu'il fallait quand même qu'il serve. Il y a des trucs mais hallucinants. Voilà, donc le matériau était très foisonnant, surtout qu'à cette époque-là, il y a des journaux. C'est une horreur, hein, quand même, c'est du bétail humain là, dans la réalité. Donc dans le roman, Auguste tire le mauvais numéro. Voilà. Donc il faut lui trouver un remplaçant. Quand les députés décident de restaurer le remplacement militaire, il y a très peu d'opposition, ce qui est quand même incroyable. Ouais, il n'y a aucune opposition. Jules Simon, simplement, avec un petit groupe socialiste qui dit
Donc c'est quand même insensé comme décision. Et pourtant ça se fait. Ouais. Bah, parce que, comme le dit Thiers, l'armée est une question de goût. Et les pauvres ont beaucoup plus d'intérêt à partir à l'armée parce que ça les retire de l'air vicié des usines et au moins ils auront à manger et des soins. Voilà. Et les riches considèrent qu'il est parfaitement normal, enfin la vie d'un riche a beaucoup plus de valeur que la vie d'un pauvre, parce qu'il est utile à la société, et que quand on a un enfant qui a fait des études, ou alors un enfant qui a des espérances, enfin pas des espérances, mais qui va devoir s'occuper des terres de son père, il a beaucoup plus d'intérêt à rester chez lui qu'à partir à la guerre. Et tout ça est parfaitement accepté. Et c'est quand je dis que la pauvreté est envisagée en termes de race, c'est qu'il y a vraiment deux sortes de populations. Il y en a une qui sert l'autre, et c'est normal. Je vais faire un parallèle oiseux, mais c'est quand même la vérité. Pendant le confinement, il y a une partie de la population qui servait l'autre. Il est parfaitement normal d'appeler je sais pas quoi, Uber Eats pour se faire livrer une crêpe au Nutella quand on est dans un appartement et qu'on venait en télétravail. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Voilà. Alors, quelle est la relation avec notre époque contemporaine? Vous écrivez que l'homme a un prix. Et si on fait des comparaisons, un prix des hommes existe toujours, mais son calcul ne répond plus aussi directement à la loi de l'offre et de la demande. Certains le fixent à 120 fois le PIB, certains disent le PIB, c'est pas joli, d'un pays par habitant. Avec cette méthode de calcul, un Français vaut 5 millions de $, un Américain 6,5 millions, un Érythréen 70 000, soit à peu près le prix du 4x4 qui pourrait potentiellement l'écraser pendant un rallye. Et voilà. Mais on le voit aussi en cours d'assises, par exemple, soit deux automobilistes qui se battent. S'il y en a un qui dégomme la tête d'un fils de notaire avec une batte de baseball, il n'a pas du tout la même peine qu'un type qui dégomme un monsieur lambda livreur. Je veux dire, c'est pas la même chose. Le prix d'un riche n'est pas le même que le prix d'un pauvre, et cela n'a jamais été. C'est assez altruisme. Mais quand c'est justement matérialisé dans le remplacement militaire, dans ce fait d'acheter un homme pour partir à votre place, là c'est extrêmement parlant, quoi. Et on va en trouver un, Auguste. Oui, on va en trouver un pour Auguste, mais très loin. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Il a besoin d'argent, il a une belle qui est un petit peu exigeante, qui aimerait avoir une petite bourse, une petite dot, et il se dit, finalement, les 8 000 francs qu'on me propose, je vais en prendre la moitié et vous allez envoyer vous allez garder la deuxième moitié pour ma belle. Mais c'était souvent le cas. Hein. Il n'y avait pas que des gens démobilisés qui re-signaient pour repartir à l'armée parce qu'ils ne savaient pas où aller. Il y avait aussi celui qui, dans la fratrie, n'aura pas la terre. Alors, bon, par exemple, dans le sud-ouest a été totalement vidé par le remplacement militaire dans le sens où, avec le droit d'aînesse, les jeunes, déjà, ils n'avaient rien, mais en plus de ça, ils ne voulaient pas partir à la guerre, donc ils sont tous partis aux États-Unis, aussi à cause du problème du tirage au sort. Mais dans les régions où il n'y avait pas le droit d'aînesse, eh bien, celui qui n'avait pas d'espoir d'avoir quoi que ce soit, il préférait se vendre pour laisser un peu d'argent à sa femme, par exemple. Donc, enfin à sa belle, parce que quand on a été marié, on ne pouvait plus se vendre comme remplaçant, mais à sa belle, c'était quelque chose qui se faisait, ou à ses parents, pour les aider à acheter le champ d'en face. Moi, je suis aussi tombée sur des belles lettres écrites par l'instituteur ou le curé du coin, où ils expliquent que monsieur Machin est d'accord pour remplacer un fils de famille, parce que l'argent lui servira à agrandir le champ de ses parents, par exemple. Où vous trouvez toutes ces sources? Vous faites comme Blanche à la reprographie judiciaire. Mais tout ça, j'ai trouvé à la Bibliothèque nationale, et j'ai trouvé dans des journaux, parce qu'il y a la presse de l'époque, c'est le grand développement de la presse, donc vous avez des milliers de titres différents qui parlent. Il y a même un journal qui est spécialisé dans le remplacement. Un journal pour les bons pères de famille. Auguste sauve sa peau, mais
pèse sur ses épaules une injustice. Bah oui, parce qu'il a quand même le sang. Alors, comment je suis tombée? Parce que ce qui est fou dans l'histoire, c'est que ce problème le fait d'acheter un pauvre, on a acheté un pauvre pour remplacer un riche pendant un siècle et tout le monde l'a oublié. C'est quand même fou parce que moi je ne le savais pas et la plupart des gens disent c'est incroyable, on ne le savait pas. Mais c'est pas si vieux que ça. Hein. Et finalement, les gens qui s'intéressent à la généalogie de leur famille, comme tout le monde, tous les fils partaient tirés au sort, tout le monde a dans sa famille obligatoirement en tant que Français de souche quelqu'un qui a tiré au sort, soit qui a acheté quelqu'un, soit qui s'est vendu pour quelqu'un, soit qui a la chance de tirer un bon numéro et qui n'est pas parti. Mais il n'y a que 3 hypothèses dans les familles françaises. Et c'est étonnant que tout le monde ait oublié, c'est ça qui est fou. Et la guerre de 70, c'est pareil, c'est une guerre qui a été complètement occultée par la guerre de 14, et qui a été occultée, donc qu'on n'apprend pas à l'école en fait. Et alors on sait juste que, genre la phrase qu'on annonce, la France a perdu l'Alsace et la Lorraine en 1871, alors par conséquent, pour se venger, gna gna gna. C'est tout ce qu'on sait. On n'apprend pas autre chose. Donc, alors on a des images, alors pour les plus cultivés, Gambetta qui part en ballon du siège de Paris, quelques images, parce que les Monty Python l'ont montré, des boucheries de rats en 1860, pendant le siège de Paris, où les gens, où on voit un camelot qui fait rats, rats, qui vend des rats pour manger, parce que les gens mangeaient des rats. Il y avait une boucherie de chiens à Paris, dans le 8e, je crois. Et les gens, quand ils avaient une cervelle de chat et de chien, étaient super contents. Donc voilà, c'est des choses. Et les gens qui ont mangé les éléphants du jardin des plantes. Mais c'est tout ce qu'on sait sur cette époque-là. Et c'est étonnant que tout le monde ait oublié ça. Et donc moi, je ne le savais pas. Et à l'occasion de la lecture de Sébastien Roch d'Octave Mirbeau, tout d'un coup, et je reprends dans mon livre ce passage qui est assez magnifique. Donc Sébastien Roch, j'ouvre une parenthèse, c'est un livre génial. C'est le premier livre qui a été écrit sur la pédophilie dans l'Église. Et donc ça raconte l'histoire d'un commerçant qui, pour montrer qu'il en impose dans son village, envoie son fils chez les jésuites qui se fait violer par un jésuite. Et son fils rentre et décide de ne plus jamais rien faire. Et donc son père voit que son fils a quand même un gros problème et il tire au sort et dit aujourd'hui je suis tombé au sort et mon père m'a acheté un remplaçant. Et là je dis mais acheter un homme, et tout d'un coup j'ai commencé à chercher sur ce sujet que je ne connaissais pas. Et c'est là que j'ai trouvé des milliers de choses tout de suite en fait. Et comme j'aime bien les choses un peu cocasses et puis qui sont comment dire, le mot politiquement incorrect, j'aime pas, mais le truc un peu choquant, un peu cracra. Là, l'achat des hommes, et c'est justement ce paradoxe entre, on est de gauche, d'accord, c'est chouette d'être de gauche, mais enfin, 9 ans de service quand même, on a beau être de gauche, on préfère quand même acheter un homme. C'est intéressant comme paradoxe. Quel avenir se dessine pour Auguste? Parce qu'il est bouché, il n'y a qu'une seule solution, c'est l'insurrection. Ouais. Auguste, il a plein de problèmes personnels, quand même. Ça se chauffe dans sa tête. Il y a un débat intéressant à partir d'un article du Réveil à propos de l'article 35 de la Constitution de 1793 sur le devoir, ça je ne savais pas, sur le devoir insurrectionnel du peuple. Quand le gouvernement viole ses droits, l'insurrection est pour le peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Oui, c'est écrit. J'expose dans mon article la mécanique du soulèvement. Il démarre lorsque l'expérience de l'intolérable s'épaissit au point de devenir la seule solution possible. On y est presque. On en est à ça, fit le vieux 48ard, parce qu'il y avait un vieux 48ard barbu qui était à la table. Alors c'est assez drôle qu'à l'époque, les auteurs parlent de vieux 48ard, et aujourd'hui on parle de vieux 68ard. Mais c'est exactement les mêmes en plus. Et il y a un débat autour de ce que les écrits de Proudhon Leblanc vont réveiller autour du pouvoir des ouvriers. Et Auguste le reprend en disant « Mais une fois que tu les auras, tes coopératives ouvrières, elles n'auront pas d'autre choix pour amortir le coût de leur nouvelle machine que d'entrer en concurrence.
les unes avec les autres, fabriquaient des tonnes de marchandises sans lien avec les besoins des gens et suppliaient l'État de déclarer une guerre pour en liquider le surplus, et encore jusqu'à ce que le monde explose. Ah ouais. Pas de solution. Bah non. Et pour Blanche alors non plus. Bah moi je suis assez pessimiste, hein. Des gens disent mais toujours dans les débats, mais alors ben moi, la guerre a toujours été la solution pour apaiser les tensions, malheureusement. Hors la guerre aujourd'hui, tout le monde sait que ça va être dramatique. On est en état de guerre, je vous rappelle, avec pour reprendre le mot du président. Oui, enfin bon. Oui. Bah non, c'est vrai, il veut dire on est en état de guerre. Voilà, la vraie guerre a toujours été la solution pour éliminer les surplus. Vous faites du tissu qui est fabriqué sans... Enfin, le capitalisme, c'est fabriquer des choses sans considération pour le nombre de gens qui vont vous l'acheter. Ça, vous en faites. Et puis, celui d'à côté en fait, puis on rentre en concurrence, les prix baissent, puis à un moment, vous avez du surplus. Et le surplus, bah, qu'est-ce que vous faites avec vos tissus? Bah, vous faites des uniformes. Et puis, c'est la guerre, et puis on vend des uniformes. Pendant des siècles, on a fait des guerres pour faire relancer l'économie aussi. Malgré tout, derrière, il y avait des agiteurs, il y avait des gens qui ont utilisé la guerre comme levier pour éliminer les surplus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut plus faire la guerre parce que c'est compliqué, donc je ne sais pas. Moi je n'ai pas la réponse. Moi non plus. Je l'aurai, je vous la donnerai, ou je la garderai pour moi, égoïste. Anne, bien joué. Blanche découvre, en enquêtant sur les racines familiales, se découvre un cousin qui s'appelle Philippe, quel nom de prénom, qui est un trafiquant, en fait, c'est un marchand de pétrole. Ça fait partie aussi des réalités aujourd'hui écologiques, le grand commerce qui fait un bras d'honneur à la biodiversité, à notre environnement, et qui va nettoyer les cuves de ces tankers en Afrique. Non, il ne les nettoie pas, c'est très très compliqué. Ouais, c'est plus compliqué que il ça. Retraite la matière. Il raffine en pleine mer le pétrole. C'est-à-dire, vous prenez un bateau dégueulasse que vous sortez d'une casse, vous le remplissez de produits chimiques en pleine mer, et puis vous attendez que le raffinage se fait, vous pompez le pétrole, enfin c'est du gasoil, ce qu'on appelle le gasoil de qualité africaine, c'est-à-dire ici on a un gasoil qui a un indice je ne sais plus si c'est du plomb, du percaptant, enfin bref, un certain indice, et en Afrique on n'est pas du tout regardant, et l'essence, enfin le gasoil intoxique les gens d'une manière affreuse. Et les courtiers en pétrole graissent la patte des dirigeants africains pour que surtout il n'y ait jamais de normes dans rien, pour pouvoir vendre n'importe quoi surtout. Et vous êtes parti de faits réels? Oui, je suis parti de faits réels. Je suis parti d'une histoire qui s'appelle l'affaire du Probo Koala, qui est exactement la même que ce que je raconte dans l'ouvrage, mais moi c'est un peu plus romancé, et surtout dans mon ouvrage le méchant meurt à la fin, alors que dans la vérité il est mort dans son lit, qui a fait du raffinage en pleine mer pour finalement, une fois que le gasoil raffiné est pompé de la ruine qui vient de Bangladesh, il restait une espèce de sirop noir qui s'appelle le mercaptan. Le mercaptan, c'est ce que vous sentez l'œuf pourri quand il y a des fuites de gaz, c'est ça le mercaptan. Ce sirop noir, il a trouvé une espèce de lampiste débile dans un pays africain qui, d'après ce lampiste, sait très bien sous-traiter les produits chimiques. Et une fois qu'il y a un transfert de responsabilité sur un lampiste, c'est terminé. L'homme d'affaires occidental, il dit « Ah mais moi je ne sais pas, le traitement, moi j'ai donné à une société de traitement africain, et la société de traitement africain, c'est des camions citernes pourris qui sont allés décharger le mercaptan dans toute l'agglomération d'Abidjan et dans tous les terrains vagues où des gosses ont été brûlés, et ça a été une catastrophe, quoi. Et voilà, autre bétail humain, voilà. Façon de traiter le transfert, ce qui est dramatique, c'est ce qu'on appelle le transfert de responsabilité de gens très avisés
qui transfèrent leur responsabilité juridique de pollueurs sur des pays, sur des gens dans des pays africains qui peuvent. Alors le pauvre type, il est allé en prison, enfin il est complètement débile, il ne sait même pas ce qu'il a chargé, et on lui a dit, une huile pourrie d'Abidjan a dit j'ai un supermarché pour toi, il faut vider cette cuve, on va te payer X dollars par litre de saloperie dégagée. Voilà, il l'a fait, c'est tout. Donc, Richesse oblige, vous imaginez un scénario? Je vous pose la question parce que c'est le cas pour la daronne. Et je me dis, comment un écrivain peut scénariser son livre en sachant que de toute façon il va être obligé de saccager une partie du texte parce que ça sera traduit par intérieur nuit, extérieur jour. Bon, c'est un vrai cas de conscience pour l'auteur. Comme je l'ai dit de manière initiale, avant d'être avocat, je travaillais dans le cinéma. Donc moi, c'est une écriture que je connais bien. J'ai déjà réalisé un film qui était l'adaptation de mon propre roman Commis de fils, où j'ai pas sabré beaucoup. Mais là, la daronne, il est évident qu'il y avait le côté, la partie passée de la vie de la daronne qu'on ne pouvait pas mettre en scène. Donc il fallait garder que l'histoire. Voilà. Non, ça se fait très naturellement. Je savais exactement ce qu'on pouvait garder et pas garder. Après, je ne l'ai pas écrit tout seul, le scénario. J'ai aussi le réalisateur qui a mis du cinéma dans les phrases, c'est-à-dire sur les passages d'une séquence à l'autre, etc. et sur le mouvement qui est dans le scénario et beaucoup moins dans le livre, ce qui est normal, c'est un scénario. Mais non, ça ne pose pas de problème. Donc richesse oblige peut-être un jour sur grand écran. J'aimerais bien, le problème c'est qu'on ne donnera jamais un rond pour faire un truc qui se passe à la Commune de Paris, c'est beaucoup trop cher, ni un film avec une reconstitution d'époque, si ce n'est on va faire un truc pompier à la rigueur sur la Commune de Paris. Alors, Peter Watkins a fait un film génialissime qui dure 5 heures, que je vous engage à regarder sur YouTube, sur la Commune de Paris, qui est génial, mais c'est des acteurs de théâtre et c'est très dépouillé et ça suffit et c'est vraiment très bien. Mais si on va faire un truc sur la commune, alors déjà, pour que quelqu'un mette de l'argent pour raconter la commune, il va falloir, mais en plus de ça, si c'est le cas, ça va être un truc, c'est un genre Vidocq, quoi, c'est un truc pompier, ça sera jamais pour raconter une idéologie. Donc aujourd'hui le cinéma est fauché, je vois pas qui va pouvoir mettre un euro là-dessus. Après, se lancer dans une production aujourd'hui, c'est quand même voilà. Une prise de risque énorme. Voilà, non mais vous rigolez, mais c'est pas simple. C'est pas simple de parler du futur là. Ah non, mais je ris pas du tout. Voilà, on est en tant que scénariste, on écrit, on va écrire quoi? Des gens avec des masques. Si on commence à écrire une histoire avec des masques, et dans 6 mois on n'en portera plus, peut-être dans 4 ans on en portera encore. C'est compliqué d'envisager une narration aujourd'hui. Et puis ce qui est encore plus compliqué, c'est de parler de quelque chose. Si vous voulez parler, par exemple, vous voulez faire un film social avec une grève, moi je sais, parce qu'il y a un film de Philippe Liorel où j'ai un copain qui est premier assistant, et qui s'est arrêté en plein tournage parce qu'il y a des séquences de grève et qu'on ne peut plus faire des séquences de grève avec des foules. Donc à un moment, on dit, je déconge. Je veux dire, c'est mon propos, c'est des gens qui gueulent pour obtenir quelque chose. Si plus personne peut gueuler dans une pièce, j'arrête. On fait des économies sur le nombre de figurants. Non, mais c'est pas possible. La manif à 10 personnes, ça... Non, mais il y a un moment où il y aura des films qui raconteront l'histoire de gens en plein air qui courront à 1,50 m les uns des autres, ou alors des histoires d'amour où personne ne se touche. Mais ce que vous dites est très inquiétant, et on est en train de normaliser la normale. Finalement, depuis 7 mois, on vit dans des conditions absolument anormales, qui relèvent de la science-fiction. Qui aurait dit il y a un an qu'on allait porter des masques, se mettre du gel? Mais c'est pour ça que j'aime beaucoup le film, alors ça n'a rien à voir, mais vous allez voir, ça va tout avoir. Le film qui s'appelle Weekend at the Coast. On voit des mecs faire la popote dans les tranchées. Et ils se sont installés dans la... Enfin, c'est pas des tranchées parce que c'est pas la guerre à 14, mais ils sont installés dans la guerre. Et ça, s'installer dans la guerre, c'est vachement... C'est ce que j'aime dans ce film, c'est assez touchant. Et finalement, les conversations portent sur le ragoût, et pas du tout sur l'état de savoir si oui ou non ils vont partir en Angleterre, quoi. Et les êtres humains ont une capacité à s'installer dans les situations de crise qui est quand même merveilleuse aussi. D'un autre côté, c'est pas seulement négatif. Et oui, c'est vrai que cette histoire de port de masque se normalise,
Mais bon, le problème aussi, je vais être graveleuse, mais enfin, on ne paye pas 400 000 € de cachet à un acteur pour pas voir sa gueule. Je veux dire, il faut y penser aussi. Voilà. Voilà, comment envisager la production, quoi. Et tous les gens de cinéma en sont là, dans le questionnement. Je me suis fait la réflexion récemment, je ne sais pas si vous avez vu des affiches ici, dans le métro à Paris, il y avait une affiche de promotion des espaces de travail un petit peu libérés proposés par la SNCF, et la personne qui est sur l'affiche porte un masque. C'est la première fois que je voyais ça. Je me suis dit, ça y est, on est passé de l'autre côté. Je n'ai pas dit que c'était fichu, mais on est passé de l'autre côté. Enfin, moi, je ne suis pas passée de l'autre côté. Hein. Moi, j'ai beaucoup de mal, je reconnais personne. Donc vous êtes rebelle, finalement. Ouais. Enfin, je ne veux pas rentrer dans ce débat parce qu'on va dire que je suis une méchante personne, mais je ne suis pas trumpiste pour autant, mais j'aime bien voir les gens, quoi. Écrire un roman noir, parce que c'est un roman noir, pris du noir, il faut être rebelle, c'est le propre du rebelle. Ah, ça, Dominique pourra vous répondre mieux que moi, j'en sais rien, je sais pas. Est-ce que vous l'avez pensé comme tel d'ailleurs? Est-ce que c'est un roman noir que vous avez écrit? Je ne peux pas qualifier ce que je fais, c'est aux gens qui le lisent de le qualifier. L'éditeur a marqué noir. Ouais, ça c'est l'éditeur. Je peux pas dire, quand on dit vous écrivez un roman comique, c'est vous qui pensez qu'il est comique. Moi, j'écris pas pour être comique, je suis moi. Je veux dire, c'est les qualificatifs que les gens me donnent, c'est parce que eux ressentent ça quand ils me lisent. Moi, je peux pas vous dire ce que je fais, c'est tout. Je vais vous dire un point de vue très subjectif, que vous ayez le prix ici à Blois, c'est tout à fait justifié, parce que c'est un vrai régal de vous lire. Il s'appelle Richesse oblige chez Métellier. Et vous avez signé? Alors j'ai promis à ma libraire de revenir demain signer. D'accord. Parce que je voulais pas, mais elle m'a regardé absolument désespérée. Oui, je serai demain matin à 11h pour signer des romans jusqu'à plus soir. Bon, très bien. Merci Anne-Laure. Je voulais dire que ce prix, parce que j'ai pas fait de discours pour mon prix, mais je voulais quand même dire deux mots, me touche particulièrement. Pourtant, c'est pas le premier. Hein. Non, c'est pas le premier, mais alors je vais la faire prétentieuse, de tous les prix que j'ai eus, et c'est pas pour dire, mais je mens jamais et je plaide jamais, hein, c'est pas ça. C'est le prix qui m'a le plus touchée parce que y a beaucoup à dire sur l'enseignement de l'histoire au lycée. Moi, j'ai toujours eu des profs d'histoire catastrophiques et qui m'ont pas donné envie de connaître l'histoire, sauf un prof qui a été fantastique en terminale, dont je garde encore un souvenir. Mais découvrir l'histoire, parce que j'ai pris mon pied à écrire ce livre, découvrir l'histoire à 56 ans, c'est triste, parce que le roman historique, j'en aurais écrit toute ma vie si j'avais su à quel point c'est jubilatoire de replonger et d'être... De devenir soi-même une espèce d'archéologue du temps, quoi. C'est extraordinaire. Et c'est un sentiment jubilatoire et que je regrette de ne pas avoir eu avant. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire dans les cours d'histoire à l'école et une réflexion à porter sur est-ce que les profs d'histoire, au lieu d'aller exactement dans le sens inverse de ce qu'on fait aujourd'hui, est-ce que les profs d'histoire ne pourraient pas être comme les profs de philosophie, c'est-à-dire propriétaires de leurs cours? Il n'y a encore que les profs de philo qu'on laisse enseigner ce qu'ils veulent, de manière légale. Pourquoi est-ce que les profs d'histoire ne peuvent pas enseigner ce qu'ils veulent? De toute façon, il est impossible en 3 heures d'apprendre à des gosses l'histoire et la géographie. C'est impossible. Alors pourquoi laisse-t-on pas les professeurs leur apprendre, suivant les classes, suivant l'extraction sociale des gamins que vous avez en face de vous? Parfois, il y a des classes où il n'y a que des enfants d'émigrés. Qu'est-ce qu'on va leur apprendre les gallo-romains? C'est ridicule. Et on n'apprend pas la même chose dans toutes les régions, dans toutes les écoles. Voilà, s'il y a quelque chose à faire, c'est ça. Et je pense que si le prof était propriétaire de son cours, les élèves adoreraient ça et seraient passionnés parce qu'ils pourraient transmettre quelque chose d'autre qu'un programme plombant qui fait que, surtout pour moi qui a été dans une section scientifique, on fait des annales de maths pendant les cours d'histoire, c'est ce que j'ai fait pendant des années, des exercices de maths. Bah oui, mais c'est dommage, voilà, c'est tout.
Merci beaucoup. Bonne soirée à vous.